De santé publique, professeur au Collège de médecine des hôpitaux de Paris. Il a été l'auteur en 2013 d'un rapport remis au Premier ministre Anticiper pour une autonomie préservée et en 2015 le coordinateur du plan national de prévention de la perte d'autonomie destiné aux conférences départementales des financeurs prévues par la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Il est délégué général de la Société française de gériatrie et gérontologie et vice-président de l'Agence du numérique en santé. Bienvenue, professeur. Alors, nous, on a tout le réseau Ensemble de Génération qui vient un peu de toute la France. C'est les 27 agences Ensemble de Génération qui sont représentées ici. Vous en connaissez dans les Yvelines, puisque c'est les Yvelines, le département des Yvelines qui nous a mis en contact avec vous. Merci, on est content de vous accueillir. Donc je vais vous laisser la parole. Merci de votre accueil et désolé de ce retard qui a perturbé la programmation de cette matinée. Et je dois dire que la circulation dans le quartier est particulièrement épique. Merci de m'avoir convié, et je suis d'autant plus sensible que je connais votre association depuis un certain nombre d'années, mais aussi, étant yvelinois d'exercice professionnel, j'ai été sensible à l'invitation d'Mme Vanier, puisque vous êtes l'antenne yvelinoise. Donc, entre yvelinois, on a tout de suite établi le contact. Vous m'avez adressé un certain nombre de questions sur lesquelles vous souhaitiez que je m'exprime, j'en ai tenu compte. Et je vais tenter de répondre à ces différentes questions en sachant que dans ce genre de réunion, j'apprécie toujours d'être interrompu par l'auditoire parce que j'utilise un terme un peu curieux qui représente une forme de jargon. J'essaierai d'éviter, mais ça peut malgré tout m'échapper. Ah, il faut peut-être pas trop que je me promène, parfait. Hein, parce que sinon ça va perturber la technologie. Je prends un câble large, c'est impeccable. Alors je peux peut-être passer de l'autre côté de la table. Ça va ? C'est parfait. Mais aussi parce que sur l'exposé d'une affirmation, vous pourriez ne pas être d'accord, la contester ou trouver un caractère curieux à cette affirmation. Donc j'aimerais beaucoup l'interactivité entre nous, parce que je pense qu'elle est toujours productrice, je dirais, d'avancées, de compréhension et d'échange. Le premier point que je voudrais aborder, c'est la notion même du vieillissement. Alors, si on demande à un biologiste quand commence le vieillissement, il va vous répondre dès la naissance et même peut-être dès la fécondation. Parce que finalement, le vieillissement, c'est l'effet du temps sur les êtres vivants. Donc, à partir du moment où le temps passe, eh ben, nous vieillissons. Si par contre, nous nous intéressons à la psychologie individuelle, c'est-à-dire à la manière dont nous vivons le temps qui passe, nous pourrions dire que le vieillissement commence lorsque nous prenons conscience que l'éternité qui nous semblait acquise, parce que nous sommes jeunes et dynamiques, rencontre une barrière jusqu'alors ignorée. On a vécu pendant un certain nombre d'années avec le sentiment que ce temps qui passait était sans limite, et puis un jour on se rend compte que cette limite existe, et ce constat survient à un moment donné de notre vie, 20 ans, 25 ans, 30 ans, que sais-je, peut-être plus tard. Donc il y a là, indépendamment de la biologie, une approche psychologique qui elle-même est tout à fait incontournable. Ce que l'on peut dire, en tout cas par rapport au vieillissement et à ses caractéristiques, c'est que nous connaissons maintenant de mieux en mieux les effets du temps sur le vieillissement et que certains scientifiques mettent à disposition de leur esprit, de leurs techniques, de leurs idées, de leurs fantasmes, certaines approches biologiques, génétiques, pour développer une science qui aurait pour objet de repousser la date de la mort. Je fais référence au transhumanisme, dont je ne partage absolument pas les objectifs et la vision qui est la leur, mais c'est un constat que l'on se doit de faire
lorsqu'on remarque ce qui se passe dans notre société. Ce que l'on peut dire, c'est que nous allons tous vieillir, compte tenu de la définition que je vous ai donnée. Nous allons vieillir de plus en plus longtemps. La durée de la vie est probablement bornée, mais on ne sait pas trop quelle est la borne. On pense que c'est environ 110 ans, avec quelques exceptions. Jeanne Calment, qui est allée jusqu'à 122 ans. Et on voit bien que le curseur a tendance, bien évidemment, à avancer et à permettre à l'espèce humaine de vivre plus longtemps. Je vais peut-être m'asseoir, ça va faciliter, parce que je sens que la technique va être dépassée par mes mouvements. Donc, nous allons tous vieillir et nous allons vieillir plus longtemps, ce qui va poser aux politiques la question de la longévité. Et nous avons actuellement une question majeure qui est posée sur le plan politique et sur le plan social, c'est, alors, si je dis l'âge de la retraite, c'est un gros mot, dirons-nous plutôt le financement de la retraite. Si effectivement on vit plus longtemps, et je vais vous donner quelques chiffres sans pour autant vous abreuver de données statistiques, eh bien on se rend bien compte que quelque part, il faudra bien imaginer un financement de la retraite adapté. L'espérance de vie à la naissance pour une femme est de 85 ans, pour un homme de 79 ans. Je ne sais pas si la date de 46 avant Jésus-Christ vous évoque quelque chose, sûrement pas. Moi non plus, jusqu'au jour où j'ai compris que c'était la date qui correspondait à Jules César qui envahissait la Gaule. À cette date, l'espérance de vie des Gaulois était de 25 ans. Donc vous voyez le bond fantastique qui a été fait en l'espace de 2 millénaires, pour de multiples raisons sur lesquelles on pourra éventuellement revenir. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir vivre longtemps. Pourquoi pas? C'est une chance, c'est une opportunité, c'est un bien supplémentaire pour l'humanité, mais sous réserve que ce soit dans de bonnes conditions. Autrement dit, que la qualité de la vie soit au rendez-vous avec la durée. Et d'où un paramètre intéressant qui est celui de l'espérance de vie en santé, ou l'espérance de vie sans incapacité, qui est évaluée actuellement pour une femme à 12,6 ans à 65 ans et pour un homme à 11,3 ans. On voit que ce paramètre, qui est une indication intéressante, continue à croître doucement, comme l'espérance de vie à la naissance. Mais plus préoccupant, c'est les baby-boomers, dont je fais partie, qui arrivent à un âge de 75 ans maintenant, mais dans quelques années, c'est-à-dire d'ici 2050, les 85 ans et plus, leur nombre va être multiplié par 2. Je dis bien multiplié par 2. Et c'est bien dans ce groupe des 85 ans et plus que l'on risque de retrouver des personnes avec un certain nombre d'incapacités. Donc c'est une véritable vague, certains disent c'est un tsunami, sur lequel il est important effectivement d'avoir des mesures, je dirais, d'anticipation pour éviter d'être englouti par cette vague. Dernier chiffre que je vous donne, et puis après on laisse tomber toutes ces données démographiques, certes intéressantes, mais qui sont un peu lassantes à la fin, c'est le nombre des centenaires. En 1970, il y avait 1100 centenaires en France. Actuellement, il y en a 30 000. En 2070, il y en aura 270 000. Donc, vous voyez bien que le curseur de la longévité s'est progressivement déplacé, aboutissant à ce que nous pouvons appeler une société de la longévité que les politiques se doivent d'intégrer dans leur stratégie afin que ce vieillissement soit un vieillissement durable et un vieillissement de qualité. Alors l'une des questions importantes, oui, on peut réagir, hein, allez-y.
n'hésitez pas. Des questions? Non? Excusez-moi. Oui. Est-ce que cette espérance de vie n'a pas réduit ces derniers temps? Alors, je vois que vous êtes attentifs aux données statistiques. Il y a eu la Covid qui a complètement bousculé les données, à tel point que les organismes qui calculent cette espérance de vie sans incapacité et l'espérance de vie à la naissance ont revu ces indicateurs et leurs méthodes de calcul. Et il y a eu un flottement, effectivement, pendant la Covid, où on a dit l'espérance de vie sans incapacité a baissé par rapport aux années antérieures. De nouveau, on arrive à une stabilité et tout doucement, cet indicateur a tendance à remonter. Mais la différence actuelle par rapport au passé, c'est que espérance de vie à la naissance et espérance de vie sans incapacité sont au coude à coude. Alors qu'il y a quelques années, l'espérance de vie sans incapacité augmentait plus vite que l'espérance de vie à la naissance, c'est-à-dire un gain de santé clairement affirmé. Ce qui n'est plus tout à fait le cas, mais il faut encore se donner quelques années à cause des conséquences de la Covid, en particulier bon nombre de personnes qui, fort heureusement, ne sont pas décédées du fait de la Covid, ont gardé des séquelles, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, donc impactant l'espérance de vie sans incapacité. D'autres questions? Alors, l'une des préoccupations porte sur les transformations physiques et psychologiques au cours de l'avancée. Les transformations physiques, moi je vous en donnerai une seule, qui va dans le bon sens. Comparer la photo d'une femme de 60 ans actuellement à celle de sa grand-mère au même âge. Il n'y a pas photo, comme on dit. Hein, et on voit bien qu'il y a eu, au cours de ces décennies passées, une évolution sur la morphologie, sur l'apparence, qui est tout à fait spectaculaire. Quand on voit bon nombre de vedettes de cinéma qui sont sexagénaires, voire septuagénaires, et qui continuent à rayonner dans leur art, eh bien on se dit bien qu'il y a eu un bond, je dirais, dans la présentation, dans la représentation et dans l'apparence telle qu'elle est. Mais cette apparence ne cache pas un certain nombre de modifications qu'il est essentiel de connaître. Alors je ne vais pas vous décrire ce que devient le foie avec le vieillissement, ce que devient tel paramètre avec le vieillissement, ce serait un peu long. Je m'intéresserai à deux organes, exclusivement deux organes, le cerveau et les muscles. Alors pourquoi? Parce que le cerveau est constitué de cellules nerveuses, les muscles de cellules musculaires, et que ces deux types de cellules ne se reproduisent plus. Autrement dit, nous avons un capital musculaire et un capital de neurones que nous avons à caresser doucement tout au long de notre vie en les conservant pour leur permettre d'être efficients le plus longtemps possible. À tel point que ce capital santé, c'est plus qu'un capital santé, c'est un capital autonomie, hein, puisque la tête et les jambes, pour faire court, c'est ce qui nous permet d'être autonomes dans la société. Donc, oui. J'ai entendu dire que les neurones se refabriquaient jusqu'à notre dernière seconde. Oui. Oui, mais de manière beaucoup moins rapide que par exemple la cellule hépatique. Quand vous avez un accident de voiture avec une amputation d'une partie du foie, la régénérescence est extrêmement rapide. Au niveau neuronal, on partait du principe qu'il n'y avait pas du tout de renouvellement cellulaire des cellules nerveuses, et vous avez raison, il y a malgré tout un petit renouvellement, mais qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre dans d'autres organes. D'où, mais merci de votre question, je vois que vous êtes attentive à ce que les médias peuvent publier, d'où
un conseil. Observer comment le cerveau, même après un traumatisme, dans de bonnes conditions, se remet et nous invite à rester bien entouré et actif. Oui, tout à fait. D'où un conseil qui me paraît fondamental. Il faut arriver à 70 ou 75 ans avec ses performances cognitives, du fonctionnement cérébral, et physique, en termes d'autonomie et notamment musculaire, le plus élevé possible. Autrement dit, tout au long de la vie, pendant la croissance, bien évidemment, on augmente, et il faut rester à l'âge de 70-75 ans très haut perché. Pourquoi? Parce que si demain, par exemple, on fait une infection de quelque nature qu'elle soit, on risque d'avoir quelques conséquences qui peuvent perturber l'organisme et venir diminuer les performances de ces deux organes. Donc, si on a une réserve bien placée, on fera face de manière beaucoup plus facile et de manière beaucoup plus évidente pour continuer à être impliqué dans la vie sociale et dans la vie de tous les jours. Transformation psychologique. Alors là, transformation psychologique, le champ est extrêmement vague, vaste et compliqué. Parce que la psychologie, c'est le reflet d'abord de caractéristiques personnelles qui sont quelque part incluses dans le génome, mais c'est aussi le relationnel, l'environnemental, le familial. Tous ces facteurs s'entrecroisent et peuvent aboutir à des situations extrêmement diverses selon les cas. Tout dépend finalement, au cours de l'avancée en âge, de la manière dont on perçoit le temps qui passe, dont on perçoit le sens de la vie, dont on perçoit le rôle qui est le nôtre, dont on perçoit au moment de la cessation d'activité professionnelle ce nouveau souffle qui s'offre à nous. C'est vraiment une démarche qui est tout à fait individuelle. Et j'ai trouvé cette phrase d'un critique littéraire que je trouve tout à fait intéressante. Je suis obsédé par l'âge, je fais une vieillesse nerveuse. Donc, on a là, par ces quelques mots, la traduction du tourment qui vient caractériser un certain nombre de personnes qui ne sont pas au clair sur le sens de leur vie, qui ne sont pas au clair sur le sens de la retraite qu'ils prennent, qui ne sont pas au clair sur les jours qui s'offrent à eux, avec des comportements donc, qui sont extrêmement différents. Pour terminer sur ces modifications, à 80 ans, deux femmes peuvent avoir des trajectoires de vie complètement différentes, des caractéristiques différentes, malgré un âge identique, ce qui montre bien l'hétérogénéité du vieillissement et le caractère très personnel du vieillissement avec ses caractéristiques qui sont donc des caractéristiques tout à fait individuelles. La deuxième question qui est posée concerne les situations de risque inhérentes aux personnes âgées. Alors, lorsqu'on parle de facteurs de risque à un médecin, vous vous attendez à ce qu'il vous réponde l'hypertension artérielle, le diabète, le tabac, l'alcool. Oui, bien sûr, tout ça c'est intéressant, c'est utile à connaître, mais il n'y a pas que ça. D'autres facteurs beaucoup plus importants, à mes yeux, entrent aussi en ligne de compte, et je vais vous citer quelques exemples qui me semblent caractéristiques au cours de l'avancée en âge. On peut par exemple se trouver dans une situation d'isolement.
loin des siens, en milieu rural, alors que, en milieu rural toujours, dans une grande ferme, une autre personne est entourée des siens par une famille d'agriculteurs. Alors j'utilise le milieu rural, on peut faire la même chose en milieu urbain. Facteur de risque, indiscutablement. Deuxième facteur de risque, les mobilités. Toujours liées au domicile ou à l'isolement. Des difficultés pour accéder aux services dont on a besoin. C'est pour moi un facteur de risque. Alors vous savez, un urbaniste a décrit la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure, c'est la ville idéale où l'on a à 15 minutes à pied ou en vélo tous les services dont on a besoin. Le pharmacien, le médecin, le super-U, le notaire, etc., etc. Alors on peut transmettre cette ville du quart d'heure pour les urbanistes sous une autre notion qui est les 500 mètres qui séparent le domicile des services que je viens d'énumérer. Ça, c'est une règle qui permet justement de permettre une bonne inclusion sociale. Si on est à 2 km de tous les services, c'est un facteur de risque, hein, indiscutablement. Autre exemple de situation qui est à risque, c'est l'agisme. L'agisme, c'est la discrimination liée à l'âge. Je vous renvoie à la période de la Covid, où l'agisme a sérieusement sévi sur l'accès aux soins. Soyons clairs. Deuxième exemple qu'on peut citer sur l'agisme, c'est la non-représentativité des personnes âgées et des retraités dans les instances décisionnelles, hein, pas dans les instances consultatives dont on a l'impression par moment qu'on a mis en place cette instance pour faire chic dans le décor, mais finalement, est-ce qu'on tient vraiment compte des commentaires qui sont ainsi formulés. Autre exemple, le critère d'âge dans les administrations, où il y a un véritable couperet qui fait qu'on se prive de compétences, alors que, par exemple, aux États-Unis, le critère d'âge n'existe pas. Alors je ne dis pas que c'est merveilleux aux États-Unis, mais je dis en tout cas que sur ce point, on a l'explication de la fuite d'un certain nombre de cerveaux au bout d'un certain temps pour pouvoir continuer à exercer ce type d'activité. Donc l'agisme, c'est un véritable fléau. Autre facteur de risque, l'habitat, le domicile. Alors soit il est parfaitement adapté à la personne, donc tout va bien, soit il n'est pas du tout adapté, et c'est un facteur de risque, par exemple de chute dans la cuisine, dans la salle de bain, situation qu'il conviendrait de maîtriser. Et d'ailleurs, au 1er janvier 2024, MaPrimeAdapt va permettre aux septuagénaires de bénéficier de travaux permettant d'adapter le domicile des personnes âgées avec un double objectif. Le premier, c'est d'éviter les chutes. Le deuxième, par la sécurité apportée au domicile, de repousser, du moins le pense-t-on, l'âge d'admission en EHPAD, puisqu'on va trouver chez soi une sécurité tout à fait intéressante et tout à fait nouvelle. Donc on voit bien que ces différents exemples montrent bien que les facteurs de risque ne sont pas essentiellement médicaux, c'est un médecin qui vous le dit. Et puis il y a un dernier sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup, c'est le point de vue de la personne comparé au point de vue des aidants familiaux. Et je vous cite alors cette phrase de Saint Jean: quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains
un autre te mettra ta ceinture et te conduira là où tu ne veux pas. Alors quand on écoute un directeur d'EHPAD, il nous dit, Madame X, 85 ans, ce qu'elle veut, c'est sa liberté. Elle veut pouvoir sortir dans le jardin. Elle veut pouvoir aller à la ville voisine avec un convoiturage. Elle veut sa liberté avec un grand L. Et pendant ce temps-là, la famille, on vous prévient, monsieur le directeur, hein, si elle tombe, hein, vous serez responsable. Parce que vous n'aurez pas pris les bonnes mesures. Donc on met la vieille dame sous un cocon, avec deux mesures qui sont contradictoires. Moi, vieille dame, je veux être libre. Moi, enfant de cette vieille dame, je veux la sécurité, une sécurité contrainte, une sécurité contre sa volonté. Ça, c'est un débat extrêmement compliqué, qui représente, je dirais, un facteur de risque en fonction de celui qui l'emporte. Hein, effectivement, moi, je connais dans un immeuble en Normandie une dame charmante, tout à fait autonome, valide. Elle a l'interdiction la plus totale de ses enfants de sortir, par peur, alors qu'elle est totalement valide, elle a 85 ans, par peur qu'elle ne tombe, donc elle reste cloîtrée chez elle toute la journée, dans un isolement le plus total. Cette réalité existe, et là, on a besoin, je dirais, d'intermédiaires, de médiateurs, pour essayer de dessiner, je dirais, un chemin de conciliation entre deux injonctions qui sont par définition contradictoires. Donc, voilà un certain nombre de facteurs de risque qui n'excluent pas, bien évidemment, les risques médicaux. Et sur les risques médicaux, je voudrais simplement dire que l'âge le plus important, c'est celui de 40-45 ans, où un certain nombre de risques cardiovasculaires sont en train de s'installer de manière discrète mais efficace. Cholestérol, diabète, hyperglycémie, que sais-je encore, qui vont faire le lit de maladies cardiovasculaires, mais aussi facteurs favorisants de la maladie d'Alzheimer dans les années qui suivront. Donc, il est intéressant de voir que le ministère a prévu de mettre en place des bilans de prévention à 25 ans, à 45 ans et à 65 ans. L'âge charnière de 45 ans étant particulièrement important pour tout ce qui est facteur de risque. Des questions? Vous avez partiellement répondu à une question que j'allais vous poser. Vous avez évoqué tout à l'heure l'enjeu démographique et le doublement des 85 ans d'ici 2050. Donc ça, c'est quantitatif et c'est l'enjeu démographique. Il y a un autre enjeu, je pense qu'on a tous fréquenté les maisons de retraite ou les EHPAD. Je partage une contemplation tout à fait personnelle et récente. J'ai passé beaucoup de temps dans des maisons de retraite dans les années 90. J'ai retrouvé des photos donc, qui m'ont validé, m'ont rappelé des éléments très, très concrets. Je voyais des gens très valides. Je ne sais pas si... Et ces 2 dernières années, j'étais dans les EHPAD en Alsace, donc des EHPAD régionaux mal dotés, et j'ai été frappé de voir des personnes effectivement plus âgées que celles que je voyais 30 ans auparavant, mais avec des multipathologies. Parfois invalidantes, parfois non, mais vraiment, cette différence était frappante. Est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sans filtre sur la prise en considération dans les politiques publiques de cette dimension, je veux dire, qualitative, vraiment qui est un phénomène frappant, nouveau, en tout cas tel qu'on pouvait l'observer à 20-30 ans d'écart. Merci. Alors, âge moyen d'admission en EHPAD, actuellement 87 ans, pour une durée de séjour qui est de l'ordre de 22 mois à peu près. C'est l'effet que je qualifierais bénéfique mais pervers de la politique du maintien à domicile, qui a permis de soutenir un certain nombre d'initiatives et de développer et de concrétiser le souhait de personnes âgées souhaitant rester chez elles. Donc on a mis en place des dispositifs, il y a des équipes mobiles, il y a la HAD, il y a
tous les clics, tous les dispositifs qui y contribuent. Donc on entre beaucoup plus tard en EHPAD et dans un état de comorbidité beaucoup plus marqué. Donc il y a eu effectivement un virage que vous avez constaté, vous avez tout à fait raison. Les politiques publiques en sont tout à fait conscients, et notamment un rapport récent signé Claude Jandel et Olivier Guérin dessine un certain nombre de pistes pour mieux gérer cette situation. Comme d'autre part, les politiques publiques veulent un virage domiciliaire bien structuré et bien marqué, on attend beaucoup d'une organisation qui prenne en compte les éléments que vous venez d'évoquer. Certains s'accordent à dire les EHPAD c'est avant tout un lieu de vie. Tout à fait d'accord. D'autres disent oh ben oui, c'est un lieu de soins vu la comorbidité des personnes qui y séjournent. En fait, il faut que ce soit les deux. Mais c'est vrai que les comorbidités, les maladies, la polypathologie des personnes qui sont en EHPAD est telle que le besoin de soins est particulier. Et face à cette situation, il est à regretter de manière claire que 30% des postes de médecins coordonnateurs demeurent vacants. Mais ça, c'est un autre problème. D'autres questions ? Non, pas d'autres. On peut vous poser des questions pendant une heure avec Estelle. En centre de génération, il faut promouvoir ce petit dispositif très simple qui est la cohabitation intergénérationnelle. Et nous avons déposé un plaidoyer, des propositions d'amendement devant l'Assemblée nationale dans le cadre de la proposition de loi Bien vieillir. C'est une petite fenêtre de tir dans laquelle on ne peut pas mettre toutes nos demandes, mais parmi nos demandes qu'on n'a pas pu inclure ce coup-ci, nous avons pensé, et on a intégré dans notre plaidoyer, qu'on vous enverra, l'idée de faire mesurer par les ARS les bienfaits psychologiques, physiques du dispositif de cohabitation intergénérationnelle. Je peux avoir votre avis sur la pertinence de cette piste. Dans toutes les mesures de nature sociale, médico-sociale et bien sûr sanitaire qui sont proposées, l'évaluation est le maître mot. C'est-à-dire qu'on ne peut plus lancer des initiatives en disant mais c'est très bien ce qu'on fait, il faut le prouver. Donc vous avez pleinement raison d'évoquer l'évaluation des dispositifs que vous mettez en place. Est-ce que les ARS sont les mieux placés pour le faire? Est-ce que ça ne mériterait pas, je dirais, de solliciter un organisme de recherche pour les mobiliser sur ce sujet, pour qu'il y ait une approche scientifique très structurée? Mais l'idée, en tout cas, est intéressante, sûrement. Et c'est un bon moyen pour booster l'initiative et la faire passer au premier plan. D'autres questions? Sinon, on continue. Dans les facteurs à risque, vous n'avez pas parlé de la dénutrition, qui est due en fait à l'isolement et les non-repas partagés. Est-ce que c'est un oubli ou est-ce que c'est volontaire? Alors, j'ai été polarisé pour faire une contre-démonstration, c'est-à-dire j'ai voulu minorer les aspects médicaux pour attirer l'attention sur des facteurs de risque qui sont des facteurs de risque de la vie de tous les jours et d'origine sociale, mais vous avez pleinement raison. La dénutrition est un facteur de risque, la première chute est un facteur de risque, au même titre que l'isolement et les autres facteurs que j'ai évoqués. Par rapport à la dénutrition, vous le savez sûrement, il existe chaque année une semaine consacrée à la dénutrition du sujet âgé, qui est menée conjointement par différents organismes et qui permet d'attirer l'attention du grand public sur le risque encouru. Alors, la dénutrition, c'est déjà un peu tard,
mais déjà sur la malnutrition qui va faire le lit de la dénutrition. Donc c'est un facteur qu'il convient d'avoir présent à l'esprit. Le meilleur endroit, il y a encore quelques années où la dénutrition était la plus fréquente, c'était l'hôpital. Parce que les conditions nutritionnelles n'étaient pas adaptées. Depuis, on a mis en place des comités de liaison alimentation-nutrition, les clans, pour veiller à l'équilibre nutritionnel des personnes hospitalisées, mais ça demeure un problème important. La semaine de la nutrition ou de la malnutrition, elle a lieu quand? Elle a eu lieu de mémoire en octobre ou novembre. Novembre. Alors vous avez un prof de nutrition qui doit s'appeler Fontaine, qui est à l'origine, et un député qui s'appelle Jérôme Gage, qui tous les deux mènent l'aventure. Et les sociétés savantes contributives, la Société française de nutrition, la Société française de bariatrique, de gérontologie, etc. On va parler prévention. Alors, tout comme la question qui vient d'être posée relative à la dénutrition, la prévention dans le domaine du vieillissement n'a de sens que si elle est médicale, psychologique, sociale et environnementale. Et il est intéressant de voir dans les initiatives qui ont été prises par les pouvoirs publics que dans les années 2002-2003, les appels à projets pour bien vieillir portaient sur exercice physique et nutrition. Le plan national bien vieillir 2007-2009, on a ajouté le lien social. Et la loi d'adaptation de la société au vieillissement, on a ajouté l'environnement. Toujours intéressant de regarder l'histoire d'une dynamique. Donc, on se rend compte que cette approche, je dirais, très globalisante est beaucoup plus compliquée à mettre en place. Je vous cite 3 exemples qui montrent bien la diversité de cette approche. La première, c'est le repérage de la fragilité. Ça, c'est tout à fait intéressant. Schématiquement, on distingue 3 sous-groupes de personnes qui vieillissent. Les personnes qui sont malheureusement déjà en incapacité, suite à différentes maladies. Les personnes qui sont robustes, valides, autonomes. Et puis entre les deux, il y a un 3e sous-groupe de personnes qui sont encore valides, mais qui présentent déjà quelques signes, laissant présager que peut-être la situation pourrait se décompenser. Ces personnes donc sont en situation de fragilité. Il existe une manière d'appréhender la fragilité et surtout un programme OMS transposé en France par le CHU de Toulouse et diffusé actuellement sur le territoire national dans 9 territoires qui s'appelle ICOP-ICOPE, dont le but est de repérer la fragilité et s'il y a des paramètres de fragilité, de mettre immédiatement en place un programme correctif pour éviter que cette fragilité ne mène à l'incapacité. Donc nous sommes là dans le champ de la prévention, dans un repérage très astucieux, très pertinent, efficace, qui permet de repousser éventuellement la survenue d'une perte d'autonomie qui pourrait se manifester. Premier exemple. Deuxième exemple, le plan anti-chute lancé par le ministère de la Santé, dont l'objectif est de réduire de 20% les chutes mortelles chez les personnes âgées d'ici 2024. La mortalité suite aux chutes est conséquente, mais surtout, on sait qu'une chute, même sans conséquences traumatiques, aura des conséquences psychologiques. La peur a été telle de se retrouver à terre, ce qui n'est pas la position
habituel d'un être humain, que l'être humain concerné va veiller à ne plus se mettre en situation à risque, autrement dit, va réduire son autonomie et son parcours quotidien. Donc, il est nécessaire de prendre en compte les conséquences psychologiques de cette chute qui peut être la source d'une entrée dans l'indépendance. Et puis le troisième exemple, je l'ai déjà cité, c'est Primadapt. En 2024, c'est l'aménagement du domicile. Donc on a là trois exemples qui sont de nature différente, mais qui tous les trois, contribuent à dynamiser la prévention. Qui s'occupe de prévention en France? Trop de monde. Les caisses de retraite, les mutuelles, les organismes divers, à tel point que la Cour des comptes a pointé cette situation à la fin de l'année 2022. Différents organismes proposent des actions de prévention et la dispersion des opérateurs prive de ses effets cette politique qui est pourtant une politique consensuelle. Donc il y a vraiment un travail de fond à revoir pour qu'il y ait une stratégie mieux organisée. Alors me direz-vous, il y a eu quand même quelques avancées avec les conférences des financeurs au niveau de chaque département. Là, on est davantage dans le financement, mais il y a beaucoup d'opérateurs et chacun tient à être opérateur parce que c'est bon pour son institution. La prévention est d'autant plus importante que l'une des caractéristiques de la France, et c'est un mauvais point, est très bien placée en Europe pour les inégalités sociales en santé. Inégalités sociales en santé favorisées par, je dirais, les conditions socio-économiques de certains, ce qui fait qu'il y a là un travail d'autant plus important à porter vers les personnes en situation de précarité ou les personnes en situation de difficulté pour les hisser et leur permettre de bénéficier de cette prévention. Nous parlions tout à l'heure de l'espérance de vie sans incapacité. Un travail très intéressant a été fait il y a quelques années sur l'espérance de vie sans incapacité à 50 ans en Europe et les facteurs discriminants soulignant l'intérêt de certains de ces paramètres permet de repérer que petit 1, le produit intérieur brut du pays est important. Effectivement, si on a la chance d'habiter dans un pays où le produit intérieur brut est élevé, on peut imaginer que la politique sanitaire et médico-sociale soit plus intéressante et touche le plus grand nombre. Mais le deuxième élément, lui, est très important à considérer, c'est la formation initiale et la formation continue. Autrement dit, il est essentiel qu'un individu puisse être le plus longtemps possible formé par l'école, voire par l'université, mais aussi pendant la vie professionnelle, qu'il ait une formation permanente. C'est un critère discriminant pour augmenter l'espérance de vie sans incapacité. Pourquoi? Eh bien parce que plus vous formez un individu, plus il est ouvert aux informations qu'on lui transmet, et plus il sera en mesure de les utiliser. Alors il y a un mot curieux qui est pratiqué sur ce sujet, c'est celui de la littératie. C'est un anglicisme qui a été remanié par nos cousins canadiens. La littératie, c'est l'aptitude d'un individu à utiliser les informations qu'on lui donne. Alors vous avez la littératie en droit, c'est-à-dire vous avez quelques notions de droit, et puis le jour où vous êtes confronté à un problème juridique, eh bien vous avez à votre disposition la réponse à la question. Vous avez la littératie en santé. Le jour où vous avez une problématique, eh bien vous êtes en mesure alors soit d'avoir la réponse, soit de savoir chercher ou trouver la réponse. Or le niveau de littératie en santé en Europe est pas très élevé, insuffisamment élevé, et c'est donc un levier important qu'il convient de mobiliser par la formation initiale et par la formation continue. Prévention
Alors après, on aborde des sujets sensibles. C'est le travail des seniors. Dans tout le discours entendu dans les médias sur la loi retraite, on a noté à plusieurs reprises que certains disaient, mais si vous augmentez l'âge de départ à la retraite, vous allez augmenter la durée du chômage des seniors qui sont déjà à la retraite. Donc, le chômage des seniors est une véritable préoccupation qui, psychologiquement, mérite effectivement d'apporter un certain nombre de solutions, pas seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan psychologique. Dans le domaine de la prévention, toujours, il y a un grand sujet, je ne le dis pas parce que je suis avec vous, mais c'est toutes les relations intergénérationnelles, qui, de l'avis de tous, représentent un levier particulièrement intéressant pour apporter à la fois aux plus âgés et aux plus jeunes, dans le cadre des échanges qui sont établis au sein de la famille, voire même en dehors de la famille, une communication et des échanges tout à fait intéressants. Différentes études montrent bien que, contrairement à ce que certains ont brandi comme étant une menace, la guerre des générations n'aura pas lieu. Et que plus que jamais, le tissu relationnel, solidaire entre les générations est un ciment sur lequel il faut s'appuyer. Les exemples de relations intergénérationnelles, vous en êtes un exemple. Il y a un deuxième exemple qui est celui, je crois que ça s'appelle l'outil en main, où le mercredi, un plombier retraité, un maçon retraité, un boulanger retraité consacre du temps aux plus jeunes pour leur expliquer avec passion le métier qui est le leur et essayer de faire comprendre à des jeunes qui viennent les écouter l'intérêt de s'impliquer dans cette dynamique. Donc les liens intergénérationnels sont à cultiver, c'est un point qui est essentiel et qui mérite dans les stratégies définies par les politiques d'être mis en évidence. Donc voilà quelques exemples sur la prévention, de rappeler que le ministère de la Santé donc, a prévu des bilans de prévention à 25, 45 et 65 ans. Alors bien évidemment, on dit après, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a comme un oubli, puisqu'on sait que le repérage de la fragilité à 75 ans représente un levier essentiel, mais comme d'un autre côté, ICOP que j'ai cité est en développement au niveau national, on peut peut-être imaginer que c'est la raison pour laquelle le ministère n'a pas parlé des 75 ans et plus. Enfin bon, ça mérite quand même d'être souligné. Sur la prévention, avez-vous des remarques? J'ai commencé à quelle heure et quelle heure est-il? Je ne sais pas. On n'a pas fait attention. Il y a une heure. Il y a une heure? Pile. Donc on a encore un peu de temps. Si vous voulez. Oui? J'ai une question par rapport à ce que dit Bruno. Ça a passé le micro. J'ai une question par rapport à ce que vivent nos binômes. Les seniors demandent, enfin, sont contents d'avoir des jeunes à leur domicile pour un aspect de sécurité, ils se sentent mieux et de ce fait, ils dorment mieux. Et ce facteur sommeil, vous pensez que c'est important? Le facteur sommeil est déterminant. De la qualité du sommeil dépend, entre autres, le fonctionnement de la mémoire. Donc tout ce qui va faciliter le sommeil sera bénéfique sur l'ensemble de l'ergonomie de l'individu et en particulier de sa mémoire. L'intérêt en plus, c'est que c'est une, si je puis dire, une thérapeutique non médicamenteuse, parce qu'on sait que bon nombre de somnifères risquent d'entraîner
pour lever une espèce d'étourdissement avec un risque de chute. Donc c'est un effet positif qui mérite d'être largement souligné. D'autres questions ? En fait, il y a une question qui revient souvent. Nous, on place des jeunes chez les personnes âgées et on a besoin de temps en temps de savoir, parce qu'on met deux fragilités ensemble, de détecter les fragilités que peuvent avoir les seniors. Nous, on n'est pas médecin, mais parce que ça peut s'avérer, cette cohabitation, on met deux fragilités pendant 1 an, si le senior a par exemple un Alzheimer poussé et qu'on n'a pas détecté, ça peut être compliqué pour le jeune d'habiter chez lui. Quelles sont les choses sur lesquelles on doit faire attention quand on rencontre un senior? Alors, sachez que la moyenne d'âge de nos seniors est de 85 ans. Donc, on accompagne quand même des personnes qui sont début 4e âge. Du bel âge, on appelle ça le bel âge. Mais dans l'instruction du dossier, vous rencontrez bien évidemment le senior. Est-ce que vous rencontrez les enfants? Oui. Alors il y a quand même de temps en temps du déni de la part des familles aidantes qui ne disent pas tout, justement. Tout va bien. Tout va bien. Et puis alors comment vous êtes alerté? Comment vous savez qu'il y a des soucis? Je vais laisser plutôt les charges de mission répondre. Comment vous voyez qu'il y a un souci sur la durée? En fait, ce qui se passe, c'est que, en effet, quand on rencontre les familles, forcément, pour elles ont tellement envie d'avoir cet étudiant qui est placé chez leurs parents, qu'en fait, oui, il y a une forme de déni qui s'installe. Après, elles savent qu'en effet, il y a des difficultés au niveau de leurs parents, mais elles vont finir par se dire, bon, on verra bien avec la présence d'un étudiant. Donc, une fois que l'étudiant est sur place, la problématique qu'il peut y avoir, c'est en effet les réactions en fait, du senior qui vont être un peu difficiles à appréhender de la part de l'étudiant. Ça peut être le senior qui se lève énormément la nuit et qui semble être désorienté. Ça peut être le senior qui a un peu de mal à suivre une conversation. C'est vrai que pour nous, c'est toujours un peu compliqué dans ces moments-là de dire la place de l'étudiant, c'est pas forcément, il n'est pas forcément au bon endroit, parce qu'il peut y avoir aussi un accompagnement qui est très chouette. Et dans certaines histoires, on a quand même des étudiants qui sont restés et qui ont vécu des moments extraordinaires avec ces personnes-là. Donc voilà, la difficulté pour nous, elle est là. Donc, comment déceler pour nous en tant que chargé de mission sur le terrain, au quotidien, voilà, en laissant part finalement aussi à la vie, parce que j'ai l'impression que ces maladies d'Alzheimer, elles évoluent toutes de manière très différente. À des stades très différents. Parfois, la présence de nos étudiants font que la personne tombe moins, se dégrade moins vite. Donc, il y a aussi un véritable attrait. Donc, il y a aussi un peu un pari, je reconnais. Voilà. Donc, la question est un peu là. Donc, les informations, vous les avez par l'étudiant? On les a par l'étudiant. La plupart du temps, on les a par l'étudiant. Ouais. Quelle est la fréquence de ce genre de signalement ou d'incident? C'est à la marge ou c'est très fréquent? C'est à la marge. Et alors? Je dirais que c'est à la marge, mais c'est quand même, en tout cas nous, à Marseille, c'est assez fréquent. Alors soit, en effet, de nous-mêmes, on s'en aperçoit, et puis par expérience personnelle, j'arrive à détecter un petit peu, parce que j'ai vécu ça avec mon propre père, mais sinon, c'est vrai que c'est un peu déstabilisant, c'est-à-dire que vous avez aussi envie de faire plaisir aux aidants, et que cette personne-là, vous ne savez pas dans quelle mesure les choses vont évoluer. C'est ça un peu la difficulté. L'entretien que vous conduisez avec le senior, il est toujours seul ou il est accompagné d'un de ses enfants? Alors, ouais, les deux peuvent arriver, les deux cas de figure peuvent arriver. Parce que s'il y a un des enfants, généralement, c'est peut-être l'enfant qui prend le dessus et donc masque de fait. Oui, exactement. En fait, moi, un des signes que j'arrive à repérer, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où l'aidant est présent,
et finalement se met à parler plus que la personne âgée, c'est là où on me dit il y a Exactement. Donc est-ce que vous pourriez, à l'occasion de cet entretien, entre guillemets, d'embauche, avoir un entretien en tête-à-tête avec le senior, sans... Ou parfois, c'est l'aide à domicile qu'on arrive à... qui est beaucoup plus... Oui, parfois dans ces entretiens, en fait, il y a souvent une présence au domicile d'une tierce personne qui n'est pas de la famille et qui a souvent un autre regard sur la situation et qu'il est intéressant de consulter parce qu'elle nous donne des informations que parfois on n'arrive pas à avoir effectivement de la part des enfants de ces seniors ou que le senior lui-même est incapable de nous donner si on était dans un entretien en seul à seul. Donc c'est des personnes relais qu'on consulte volontiers quand on en a la possibilité, mais pour avoir un regard plus objectif. Parce que 85 ans, si c'est la moyenne d'âge, ils ont tous une aide, une auxiliaire de vie. Donc, une femme de ménage, voilà. Une personne qui passe régulièrement. Est-ce que vous êtes en droit d'exiger d'avoir une rencontre avec cette personne? Non. Non, on ne peut pas l'exiger. Après, on peut s'arranger pour faire en sorte de venir le jour où il y a le passage de cette personne qui sait que voilà, ça sera précieux pour nous de la consulter. Ce qui paraît important, c'est que vous puissiez avoir un dialogue avec le retraité seul. Alors ça peut être en présence de sa fille pendant un quart d'heure, puis après c'est en tête-à-tête. Et là, vous devriez mieux sentir les choses. Mais d'un autre côté, aller jusqu'à un diagnostic, ça paraît exclu. C'est plus un comportement qui peut vous paraître curieux et qui est à croiser effectivement avec les ou le personnel qui rend visite à domicile de manière régulière. Vous disiez que ça arrivait que des étudiants soient confrontés à ce genre de situation et que malgré tout, finalement, la dérive était positive. Oui. En fait, il peut y avoir en effet des jolies histoires qui se tissent parce que l'étudiant va savoir prendre suffisamment de recul par rapport à la situation et vivre pleinement en fait ce lien intergénérationnel avec la fragilité qu'il va vivre avec cette personne. Donc ça veut dire qu'en fait il va se mettre à répéter plusieurs fois s'il y a besoin auprès de la personne âgée parce qu'il faut lui répéter plusieurs fois les choses et puis ne pas s'attacher finalement à cette petite perte d'autonomie. Nous, à Marseille, on a un couple avec lequel on a une étudiante qui est présente. C'est la femme qui a Alzheimer, donc le fait que ce couple soit deux, forcément pour l'étudiant, il y a un équilibre un peu plus important, voilà. Mais elle a été dédiée, entre guillemets, par ce monsieur, qui tient ce couple, à ce que, pour sa femme, il dit, ma femme, en fait, elle a besoin que vous soyez là pour lui raconter des jolies histoires, pour pouvoir regarder des magazines ensemble, pour parler de choses très simples, mais en même temps un peu pour égayer cette vie un peu enfermée. Et en fait, on s'est aperçu là, ça fait 2 ans que nous avons des étudiants dans ce foyer, et c'est vraiment chouette, on s'est aperçu vraiment quand même qu'il y a des pics. Alors je sais que dans la maladie, il y a des pics où finalement ça finit par aller un peu mieux, puis ça redescend. Mais quand même, il y a une espèce de maintien en fait très chouette et assez dynamique du fait d'avoir la présence de cette étudiante dans leur foyer. Quelle est la moyenne d'âge des étudiants? Au niveau national, 21 ans. Alors dans le comportement des personnes qui accueillent des étudiants, il faut savoir que certaines ont un vernis social qui lui perdure. C'est-à-dire, vous avez une personne qui a fière allure et qui finalement, dans le choix des mots, aura toujours cette fière allure à tel point que ça va masquer complètement des déficits sous-jacents. Mais là, c'est difficile de dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Moi, je retiens en vous écoutant que bien évidemment la vie de l'étudiant est importante s'il rencontre des difficultés, mais l'essentiel c'est, comme ça devrait être le cas lors d'une admission en EHPAD, mais c'est rarement respecté, c'est l'entretien individuel avec la personne concernée. Et puis,
si possible avec les professionnels qui viennent à domicile, mais là, vous allez plus à la pêche que dans quelque chose de formalisé. Oui. On a aussi un élément sur la nouvelle grille du formulaire senior, c'est qu'on demande le GIR. Le GIR, oui. Vous avez cette information qui vous est donnée. C'est une grille d'évaluation pour évaluer la capacité d'autonomie de la personne. Donc, il va décliner tous ses besoins. Et on a un chiffre qui... voilà, vous ne le savez pas forcément parce qu'on ne le donne pas forcément, mais ça peut quand même être... On a quand même sur tous les seniors qu'on suit, on a 60% qui ont donné leur GIR. Hier, j'en ai parlé à l'Assemblée générale, on a 40% qui ne disent pas. Ne disent pas ou n'ont pas été gérés. Ça veut donc dire, s'ils ont un GIR, qu'ils ont la part. Ouais. Est-ce qu'il y a une possibilité d'un contact avec le professionnel de la part? Je sais pas si on n'est pas habilité. On n'est pas censé demander le GIR, mais comme on est soutenu par des départements, notamment dans le 78, ça les intéresse à des fins statistiques, juste de savoir combien de personnes sont dans telle catégorie ou telle catégorie de GIR. Oui, ce que je veux dire, c'est pas de demander à l'assistante sociale qui gère la PAC quel est le GIR, c'est pas ça ma question. C'est de dire plutôt, on est sollicité pour intervenir, quel est votre avis? Non? Non, c'est pas une bonne idée. Tout va dépendre de l'interlocutrice. Pardon, micro, est-ce que derrière peut-être aller voir le médecin généraliste, Là, je préférerais l'assistante sociale de la PAC plutôt que le médecin généraliste. Tout va dépendre sur qui vous allez tomber. Y a-t-il d'autres questions? Au vu de tous les bienfaits qu'on a mentionnés de la cohabitation intergénérationnelle, d'avoir effectivement la présence d'un jeune au domicile d'un senior, que ce soit sur le plan de la nutrition, des chutes ou autre, on rencontre quand même, nous, dans notre activité, très souvent un frein à l'ouverture de la porte d'un senior pour accueillir un jeune. En fait, cette démarche-là, on voit qu'elle est assez difficile à obtenir, alors qu'on pourrait se dire que le senior peut évidemment, y voir tout cet intérêt, mais finalement, au moment où on interagit avec lui, on a l'impression qu'il n'a pas du tout cette vision positive de l'accueil d'un jeune. Donc je voulais savoir un peu sur le plan peut-être plus psychologique, quelle approche on pourrait avoir, ou peut-être parce qu'on s'adresse à des seniors trop âgés, qu'il faut peut-être s'adresser à des seniors plus jeunes. Est-ce qu'il y a un levier pour travailler ce frein-là? Je crois que c'est la peur de l'inconnu, c'est l'inquiétude vis-à-vis d'une autre personne qui va venir à domicile alors qu'il y en a déjà peut-être certaines qui viennent. Je crois que c'est ça le contexte essentiel. Tout réside dans la préparation d'amont, c'est-à-dire l'information qui est donnée à la personne concernée, l'information qui est donnée à son entourage familial. C'est une préparation, j'allais presque dire, de longue haleine, parce que vous ne pouvez pas décider du jour au lendemain et mettre la personne devant le fait accompli. C'est une approche psychologique, relationnelle, méthodique, progressive, comme une tâche d'huile. Et puis, petit à petit, les choses peuvent avancer. Comment se font les présentations avec l'étudiant? Vous êtes présent, bien sûr? Non, on n'est pas présent. Sauf à la demande de la famille ou du senior, mais on n'est volontairement pas présent lors de cet échange, lors de cette rencontre, pour vraiment laisser une totale liberté dans la rencontre, que l'association ne représente pas un biais et que le choix et l'appréciation, puisqu'elle est très personnelle, puissent se faire en toute transparence. Donc on a estimé que c'était peut-être préférable de ne pas être là à ce moment-là, de les laisser se rencontrer, et après ça leur permettait de faire un retour à l'association, et là aussi d'être très libre dans leurs réponses sans avoir une obligation de donner aux jeunes une réponse oui ou non qui peut parfois être désagréable.
je ne veux pas interférer dans votre procédure, hein, qui doit être huilée et bien connue au niveau national, mais pourquoi le jour de la présentation, vous n'êtes pas là pour justement présenter les deux partenaires et ensuite vous éclipser? Comment? En fait, on s'est effectivement rendu compte au fur et à mesure que lorsque nous sommes présents, il arrive fréquemment que le jeune et l'accueillant comptent sur nous pour lancer la conversation, pour relancer les choses, et que quand on n'est pas là, on les met dans une situation beaucoup plus proche de la situation réelle dans laquelle ils vont être. Donc on va les présenter en amont, on va appeler le senior en disant voilà, est-ce que vous êtes d'accord pour recevoir un tel, et on va faire une présentation en amont du jeune au senior et du senior au jeune. Donc on va effectivement les présenter l'un à l'autre, mais pas en amont. Mais ensuite, lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, si on ne les met pas dans cette situation qui sera la situation réelle dans laquelle ils vont vivre, en fait, ils se rencontrent moins bien que lorsqu'on est présent, où ils comptent trop sur nous pour créer le lien. Oui. Alors nous à Caen, en fait, on fait une situation intermédiaire, c'est-à-dire on a rendez-vous avec le jeune chez le senior, on reste une dizaine de minutes, voilà, ou voire plus, selon, et puis on s'en va. Voilà, parce qu'on a envie qu'ils discutent tous les deux. Donc, en tout cas, nous, c'est apprécié par nos seniors qui nous disent, bah oui, soyez présents. Enfin, après, on doit aussi justifier le rôle de l'association qui, de toute façon, restera là en médiateur tout le long de la cohabitation. Voilà. Et après, effectivement, le soir ou le lendemain, chacun nous appelle en nous disant le fit est passé, c'est génial, on l'adore, ou non, on préférait rencontrer quelqu'un d'autre. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, on leur dit écoutez, c'est possible, on va vous présenter d'autres jeunes. Nous, c'est notre méthode à Caen. Hein. Après, c'était à votre fonctionnement que je pensais, c'est-à-dire vous êtes un tiers médiateur. Vous avez recruté un jeune, une personne âgée, vous êtes présent le jour du rendez-vous, je vous présente Bertrand, Madame Machin, quelques mots d'entretien, écoutez, je vous laisse maintenant discuter tranquillement. Il me semble que ce lien de l'institution porteuse du projet est important, mais bon, je le répète, moi je ne vais pas interférer dans vos procédures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'en ai peut-être une qui est un peu généraliste, mais nos binômes sont constitués de 80% de femmes et qui sont en fait genre en général veuves. On a moins d'hommes, en fait dû à l'espérance de vie. Mais vous parliez tout à l'heure de travailler son acuité, pour ne pas vieillir et de rentrer dans l'agisme. Est-ce qu'on a aujourd'hui des moyens pour que les hommes puissent vieillir plus tard? Est-ce qu'il y a on est en train de trouver des systèmes médicaux pour... L'homme fragile. Par rapport à vous, mesdames. Alors, l'espérance de vie à la naissance de l'homme, enfin le différentiel d'espérance de vie à la naissance entre l'homme et la femme est en train de se réduire. Donc il y a déjà un élément de réponse à votre question. Alors pourquoi? Parce que l'homme c'était le champion du tabac et de l'alcool. Les femmes ont commencé à prendre des habitudes de cette nature, ce qui fait que ce différentiel est en train de se réduire. Mais la différence reste encore notable. Et probablement est-ce d'origine génétique, la différence qui en résulte. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, la dynamique préventive chez l'homme est probablement de nature différente avec, alors sur l'approche médicale, bien évidemment, des approches qui sont de nature différente, mais il y a encore un long chemin pour vous rattraper, mesdames. Encore beaucoup à faire. Et quels seraient les axes pour rattraper justement? C'est quoi? Vous savez, les grands pourvoyeurs, c'est le tabac, l'alcool et le cancer. Maladie
cardiovasculaire, donc c'est là-dessus qu'il faut jouer. Mais je vous dis, il y a une part liée au génome qui entre en ligne de compte, et qui différencie l'homme de la femme. Autre question, vous êtes gériatre, et à quel moment est-ce que en fait, l'accompagnement d'une personne âgée passe du médecin traitant de famille, qui a toujours été eu, au gériatre? Comment vous êtes mis en lien avec vos seniors? Alors, tout d'abord, la gériatrie, c'est une médecine populationnelle qui s'adresse donc aux personnes qui avancent en âge. On définit la gériatrie comme étant la prise en charge de personnes âgées présentant une polypathologie à risque de perte d'autonomie. Voilà la définition exacte, c'est-à-dire que 80 ans indemne de toute pathologie n'a rien à faire en gériatrie. Par contre, une personne de 80 ans qui a une insuffisance rénale, qui a une séquelle d'accident ischémique transitoire, mange à toute sa place chez un gériatre. Donc, c'est bien le caractère de pathologie multiple avec le risque de perte d'autonomie qui caractérise la discipline. D'autres questions? C'est une question personnelle. Je voulais savoir pourquoi vous avez voulu être gériatre au vu des médecins qui, énormément de médecins gériatres. Quel est votre parcours? C'est une histoire ancienne maintenant qui remonte au siècle dernier. C'est parce que, comme toujours, vous savez, c'est la rencontre d'un individu avec un maître qui a su ouvrir mon esprit encore incertain sur mon avenir professionnel et qui m'a démontré que cette discipline qui était naissante était porteuse d'intérêt. Donc j'ai été convaincu par ce discours et c'est ainsi que j'ai exercé une vie hospitalière dans un établissement à Versailles pendant de nombreuses années. Voilà, c'est généralement un déclic à un moment donné. D'autres questions? Merci, docteur. Il nous reste encore un instant ou pas? Oui. Oui. On prendra sur notre pause. Non, je voudrais simplement vous donner 3 définitions que je trouve intéressantes concernant le vieillissement et qu'il faut réfléchir. Alors il y en a une, c'est plutôt humoristique, mais pourquoi pas, Jules Renard, et je trouve que c'est plein de bon sens, parce que quand on réfléchit et qu'on voit autour de soi des personnes qui sont concernées, il y a une coïncidence. Jules Renard écrit « Le vieillissement commence quand on se dit « Je ne me suis jamais senti aussi jeune ». La prochaine personne âgée qui vous dit ça, observez-la bien, et vous verrez qu'elle n'est peut-être pas aussi jeune qu'elle veut bien le dire, soit dans son comportement, soit dans son autonomie. Alors, plus sérieux, la vieillesse se définit par le rétrécissement du champ des possibles. Avoir des projets, c'est rester jeune. Alors, j'anime assez régulièrement des séances de préparation à la retraite, et j'ai pour habitude de demander aux participants qui ouvrent des yeux grands comme ça, quel est votre électroprojectogramme, et de faire référence à l'électrocardiogramme pour analyser le fonctionnement du cœur, l'électroencéphalogramme, le fonctionnement du cerveau, l'électroprojectogramme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez comme projet dans la tête. Si on en a, bravo, on est dans le coup. Si on n'a pas de projet, ça veut dire que c'est pas terrible, hein, et je pense qu'on est dans une situation de mal-être. Et puis, la dernière citation que je vous propose
Et c'est pas de Stéphane Hessel, comme vous pourriez le croire, mais d'André Gide. On vieillit quand on commence à ne plus s'indigner. Effectivement, le fait de contester, de s'indigner, de ne pas être d'accord, de trouver à redire, d'être mécontent, avec un argumentaire, je dirais, adapté, représente une forme de vitalité, de jeunesse intellectuelle, qui mérite d'être soulignée. Si j'ai réuni ces 3 citations comme conclusion, c'est parce que je trouve que la composante psychologique et comportementale de chacun d'entre nous joue un rôle déterminant au cours de l'avancée en âge. Voilà. On s'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, c'était très intéressant. C'est un domaine sur lequel on peut parler encore. Bon, c'est souvent...